Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler d'outils pratiques, de logiciels, des choses concrètes qui peuvent vous intéresser si vous voulez lancer votre entreprise. Mon invité s'appelle Simon et il est vidéaste. Il exerce en province, dans ma Vendée natale, et je me suis dit que ce serait intéressant de découvrir sa façon de travailler et de gérer son entreprise. Si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche, et c'est parti. Salut Simon, comment ça va ? Salut Florian, ça va très bien et toi ? Très bien, merci de m'accueillir dans tes locaux. Mais écoute, de rien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un podcast avec quelqu'un en face à face, donc là ça me fait plaisir de pouvoir regarder mon invité droit dans les yeux. Oui. Est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, alors du coup je suis vidéaste professionnel, donc je suis installé en Vendée. Je réalise des prestations pour des entreprises et des collectivités, donc de tout type. Ça commence par des films de présentation, d'activités, de services, de produits, du motion design, pour tout ce qui va être e-learning ou juste message publicitaire, du time-lapse également. Tu as une prestation assez large, tu es vidéaste, on va dire, depuis toujours. Enfin, tu as suivi une formation audiovisuelle ou c'est venu sur le tas ? Pas du tout. En fait, à la base, j'ai fait une école d'ingé sur les télécommunications. Ensuite, après, j'ai bossé dans la fibre optique pendant 4-5 ans sur le projet de déploiement fibre optique de la Vendée. Mais en fait, j'avais toujours la passion à côté de faire de la photo, de la vidéo en week-end avec les copains en vacances. Et puis en fait, voyant ce qui était proposé dans la région par des professionnels du secteur et en voyant en fait le niveau d'exigence des entreprises que je trouvais en fait relativement bas, en fait je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis en fait finalement ça s'est lancé comme ça. D'abord j'ai postulé, en fait j'ai travaillé chez K-Line, donc une entreprise locale qui est numéro 1 de la fenêtre, donc qui avait un service communication qui cherchait forcément à produire du contenu photo et vidéo. Donc du coup j'ai commencé par là et du coup j'ai quitté mon emploi bien installé de chef de projet pour revenir à quelque chose de plus basique mais bon, c'était pour aussi derrière en fait me former parce que j'avais pas de formation proprement parler. Donc je voulais intégrer un service communication pour voir comment une chargée de communication, comment un graphiste, comment même des assistants de marketing, enfin voilà, tout ce qui avait trait à cet univers-là, comment ils échangeaient leur jargon, comment était le processus de travail. Et en fait ça m'a permis ensuite après de me lancer en solo. Donc j'avais une micro-entreprise en parallèle pendant tout ce temps. Et puis ensuite, en fait, petit à petit, le travail s'est lancé. Les clients, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et puis, petit à petit, j'ai pu créer ma société récemment. Ça fait combien de temps que tu as créé ta boîte ? Depuis janvier. Donc, tu vois, oui. Assez récent. Donc, tu étais auto-entrepreneur et tu as créé officiellement ton entreprise là très, très récemment. C'est ça, okay. Exactement. Ouais. J'ai fait 3 ans de micro-entreprise, ou 2 ans, 3 ans. Et puis, du coup, j'ai passé en société. La suite logique quand ça fonctionne bien. Ouais. Ok. Et alors, concrètement, maintenant, tu es vidéaste. Ça veut dire que tu utilises des logiciels de montage vidéo et d'autres logiciels dont on va parler plus tard. Si on commence par ne serait-ce que le matériel. Tu filmes avec quoi ? Quel est ton matériel de prédilection ? Ok, donc du coup, moi je suis chez Sony A7 III, donc, comme la plupart, avec Objo Sony, toute la gamme de 8, de 12 mm jusqu'à 200. Donc voilà, je bosse principalement avec du Sony. J'ai en backup un Sony A6300 histoire d'avoir un backup. Voilà. Je fais principalement du Sony et puis après je travaillais pas mal avec de la machinerie, des sliders automatisés, lumière, aperture, enfin voilà, tout un petit setup pour faire la plupart des prestations et puis avoir quand même un rendu qualité plutôt sympa. Après occasionnellement je peux louer du matériel pour des prestations plus demandeuses en termes de qualité ou vraiment sur des choses spécifiques, voilà. Ok. En province, justement, la location de matériel, c'est quelque chose qui est assez courant ou au final c'est compliqué de trouver des loueurs à proximité ? En fait, là pour mon cas, c'est Nantes, le plus près. Donc ça reste intéressant. Par contre, il n'y a pas beaucoup de choix. Et du coup, ce que je fais, moi, c'est que je passe par des loueurs qui envoient le matériel.
D'accord. Donc ça existe, hein, on tape sur internet, on trouve facilement. Donc non, ça se fait très bien. Après, faut payer les frais de port qui sont assez conséquents. Ok. C'est une logistique en plus à prévoir qui peut être lourde sur un tournage, surtout quand tu as déjà assez de stress à tout préparer. Il faut être prêt pour le jour J et en plus tu dois aller chercher la veille généralement tu te fais livrer, mais donc faut que tu ailles chercher ton matos et puis que tu le prépares. En plus si tu le connais pas très bien, faut que tu apprennes un peu à l'apprivoiser avant le jour J. Ouais. Donc ça peut avoir un coût supplémentaire. Et du coup ensuite après le ramener. Donc ça c'est en plus voilà, c'est généralement du matos volumineux. Donc voilà. Ouais. Si tu le loues, c'est que tu peux pas trop très te permettre en clairement. général. C'est pas forcément. Mais bon. Occasionnellement, ça peut être intéressant, surtout pour du matériel qui est pas, qui est très spécifique. Moi, je pense la dernière fois qu'on a loué du matériel, c'était une lentille Laowa, oui, le 24 mm, là, la ProBlens. Donc typiquement, là, c'est intéressant. Voilà. Après, c'est une contrainte, mais par contre, si le client il est prêt, généralement, on arrive à. Oui, tu l'amortis dans ta facture à ton client. Exactement. Ok. Donc ça, c'est pour la partie matos. Est-ce que au niveau logiciel de montage, tu as tout de suite utilisé un logiciel en particulier? Est-ce que tu as tâtonné au départ? Comment t'as procédé? Alors au départ, j'étais sur Sony Vegas. Ok. Comme toi, il me semble. J'ai fait une partie de mon boulot avec Sony Vegas. Voilà, donc j'ai commencé là-dessus. Et puis après, j'ai testé plein de trucs. Tous les logiciels, je pense, de montage, sauf les très pro en fait. Au début, je naviguais un peu sur plein de logiciels de montage, voir ce qui était bien. Il y en a qui fonctionnaient avec des templates tout faits, des fois pour des vidéos de voyage quand on n'a pas envie d'y passer trop de temps. C'était intéressant. Puis petit à petit, en fait, je suis venu vers la suite Adobe. Et puis du coup, depuis, je suis toujours resté là-dessus, parce qu'en fait, à force de passer du temps sur After Effects ou Premiere, on apprend des choses. Donc, je suis resté là-dessus, même si c'est pas le logiciel idéal. Est-ce que tu as, tout comme moi, autant de plantage dans ton logiciel de montage, ou est-ce que toi, ça va? Moi, ça va. Après, voilà, je sais pas, on a déjà discuté, mais je pense pas il bug pas tant que ça. Après, je suis sur une tour fixe, donc je sais pas, elle tombe bien, j'ai pas forcément. Après, il bug toujours un peu, des fois sans raison. Ouais. Il bug plus, par contre, sur un PC portable, j'ai remarqué, il y a moins de ressources. Mais sinon, non, je m'en sors pas trop mal. Après, voilà, la fonction autosave, elle est utile, quoi. Ouais. Donc, non, ça fonctionne bien. J'ai pas forcément trop à me plaindre jusqu'à présent, en tout cas moins que toi. Ouais. Et dans la suite Adobe, justement, est-ce que tu utilises d'autres logiciels que Premiere Pro et After Effects, ou est-ce que tu te contentes de ces deux-là? Ouais, non, j'utilise. Après, c'est ponctuellement. Moi, je fais un peu de photos aussi. Je l'ai pas dit, mais je fais un peu de photos pour des prestations d'entreprise. Ouais. Et typiquement, ça va être du Lightroom, du tri, la retouche photo, du Photoshop pour vraiment du ponctuel, pour du packshot. Okay. Je fais du packshot aussi, voilà. Je l'ai pas dit, mais je fais du packshot vidéo. Donc, fais ta promo, vas-y. Non, mais c'est vrai, tout à l'heure, il me semblait que j'en avais oublié pas mal. Et en fait, et du coup, le packshot photo, typiquement, ça peut servir du Photoshop. Après, ça va être, après, il y a j'ai remarqué que j'ai un peu navigué sur d'autres fonctions. Il y a des alors, j'ai plus les noms exactement, mais voilà, je sais que il y a des logiciels d'animation qui sont assez sympas. Ouais. Tu utilises la webcam pour pouvoir faire de l'animation avec des infographies toutes faites. Okay. En fait, en paramétrant l'infographie, on peut faire animer un personnage en lui indiquant que tel endroit c'est la bouche, tel endroit c'est les yeux, et en fait, il reproduit le mouvement que nous on lui fait en fait devant notre webcam, et en fait on peut créer l'animation, c'est sympa comme ça. Okay. Donc de temps en temps comme ça je navigue un peu sur les autres, sinon après c'est l'Illustrator, après After Effects, Premiere, voilà. Principalement. Passons maintenant à la partie gestion d'entreprise, parce que on est vidéaste, certes, on aime bien le matériel, le montage, etc., mais il faut aussi gérer sa boîte. C'est-à-dire faire des devis, des factures, faire un suivi client parfois, ce genre de choses. Et on ne sait pas toujours comment faire quand on démarre, j'imagine. Est-ce que c'était ton cas, ou toi, tu étais déjà calé avec tes expériences précédentes? Ouais, c'est ça. C'était quand j'étais dans la fibre optique. Mon boulot, c'était de gérer un stand de profit. Grosso modo, mon objectif, c'était de dégager des marges financières. Okay. Et du coup, en fait, cette mentalité-là, moi, je l'ai pris dès le départ, si tu veux. Donc, j'utilisais des logiciels propres à la boîte où j'étais avant. Mais par contre, pour tout ce qui était gestion de projet, gestion de suivi, on utilisait Trello principalement, qui permettait, qu'un outil collaboratif pour ceux qui ne connaissent pas, et ça permet vraiment c'est très simple, c'est très abordable pour, on va dire, tout niveau informatique.
Et du coup, ça permet de faire un minimum de choses qui est plutôt intéressante. C'est pas le plus complet, c'est pas l'outil le plus complet, mais ça permet de faire quand même un certain niveau de choses. Et puis ça sert de pense-bête, voilà, on peut en servir pour plein de choses. Donc ça, c'était vraiment l'outil dont j'ai gardé en fait l'utilité, parce que du coup, moi, ça me sert de suivi commercial. C'est-à-dire que je liste toutes mes affaires commerciales, où elles en sont en termes de statut. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas Trello, juste c'est un système de Kanban. Des tableaux de Kanban, Des tableaux de Kanban ou de Kanban en anglais, je crois. Enfin, je peux dire en anglais d'ailleurs. Et du coup, tu peux déplacer tes cartes d'une colonne à une autre. Pour dire, par exemple, de cette colonne qui est client prospect, on va dire, je le mets là. Et une fois qu'on a fait qu'il a accepté, qu'on fait notre premier contrat, c'est client en cours. Et puis une fois que c'est terminé, on passe dans la colonne client fini, par exemple, ce genre de choses. Non, après, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis ça peut faire des pense-bêtes, ça peut faire. Après, il y a pas mal d'add-ons qu'on utilise, donc les add-ons qu'on peut trouver sur des navigateurs qui permettent d'ajouter des fonctionnalités à ces tableaux-là qui sont intéressants. Et puis, c'est des données qu'on va retrouver en fait partout sur des tablettes, sur un téléphone. Et en fait, moi, quand je suis en rendez-vous, j'aime bien ne pas avoir ma pile de papier à traîner. Si j'ai un client qui m'a appelé et que je veux juste me rebriefer rapidement sur ce qu'il m'a dit, sur tout ce qu'on s'était dit, parce que on a eu un nombre d'échanges assez long, et puis qu'est-ce qu'on s'était dit la dernière fois. Enfin, je note mes rapports en fait de rendez-vous là-dessus. D'accord. Comme ça, après, j'ai une trace, et puis ça me permet de l'avoir partout avec moi à n'importe quel moment. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort de l'outil. En plus, bon, il est gratuit, quand même le préciser. Donc ça, c'est vraiment le support. Et puis pour l'instant, je travaille en solo. L'idée aussi après, c'est d'intégrer des personnes. Donc pour le briefing, ça sera très simple. En fait, j'aurai juste les intégrer. Et on pourra suivre à plusieurs un avancement financier, notamment si, moi là, actuellement, je recherche un développeur commercial, d'ailleurs, un développeur d'activité, s'il y a du monde. Et ça permet en fait d'intégrer du personnel, et au moins d'avoir l'historique en plus. Donc en plus, on peut avoir des tableaux assez volumineux sans tu m'as montré, t'as un nombre de colonnes assez hallucinant. C'est un carnage, mais vraiment, du coup, ça permet d'avoir un historique. Et quand 2 ans après un projet, on va se dire mince, qu'est-ce que j'avais chiffré, enfin j'avais un peu le même type de projet, comment on avait réagi, en fait je retrouve mes billes tout de suite, et ça c'est vraiment un gros plus. Même par exemple je sais que pour des vidéastes c'est intéressant, ou même pour d'autres personnes d'ailleurs, ceux qui veulent avoir des factures ou même moi j'ai le genre de justificatif, même les papiers de ma société, je les garde sur Trello, comme ça après si on me les demande, numéro de tiré, tout ça, j'ai tout à disposition n'importe où, et j'ai pas besoin d'avoir tout sur un PC et d'avoir mon PC à côté de moi à chaque fois, et ça c'est pas mal, toi. Dans les cartes Trello on peut mettre des pièces jointes. Exactement, coup, tu peux mettre des pièces jointes, vraiment tes documents, PDF, JPEG, tout ce que tu veux. C'est ça, tu peux mettre des checklists, tu peux par exemple quand tu as des plans à faire sur un tournage, tu te dis j'ai tel plan à faire, tu as une checklist, comme tu vas trouver dans plein d'applis. Tu peux mettre ton storyboard pour un tournage par exemple. Exactement, storyboard, tu peux mettre des commentaires à plusieurs, si par exemple il y en a un, vous êtes plusieurs sur un tournage, chacun peut accéder à la carte et puis cocher ce qu'il a fait, comme ça en temps réel on sait là où on en est dans la prise de vue. Après ça peut être pour d'autres tâches, mais c'est du coup c'est déclinable à tellement de choses que c'est assez puissant comme outil. Ce que tu disais par rapport aux clients, de faire des rapports par rapport aux conversations, suivre là où on en est, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique de centraliser toutes les conversations dans un logiciel plutôt que de devoir aller chercher dans les emails. Il suffit que le client ou toi tu fasses pas répondre, t'as pas ta conversation entière à un seul endroit, donc c'est compliqué de savoir quel est le dernier mail, ce qui s'est dit, etc. Donc au moins tu peux facilement avoir accès rapidement à tout ça. Du coup, Trello, c'est vraiment un logiciel que tu recommandes, ou est-ce que tu y as trouvé des limites et tu essaies de changer? Non, je le recommande. En plus, moi avant je m'en servais dans une autre activité complètement différente, et où là par contre on était beaucoup sur un même tableau, donc sur une même activité. Et en fait, je travaillais avec des techniciens qui étaient sur le terrain et qui eux en fait me rendaient compte via le tableau Trello, donc de leur avancement de leur chantier. Donc en fait, j'avais même pas besoin de les appeler, j'avais en temps réel l'avancement du chantier, et je pouvais savoir à tout moment où étaient mes billes, quoi. Donc j'avais à la fin de la journée, j'avais pas besoin d'appeler tout le monde, j'avais mon rapport en fait, enfin j'avais le tableau devant moi qui évoluait, et toutes les infos naviguaient. Par exemple, si un chantier passait d'une équipe à l'autre, en fait l'équipe récupérait en fait la carte entre guillemets, et puis du coup avait toutes les infos. Donc c'est avec le recul, c'est déclinable à toute activité, donc même pour du perso, hein. C'est vrai que s'il y en a qui ont des projets perso mais qui sont un peu fouillés dans la tête, ils veulent poser les choses sur pourquoi pas, hein. C'est vrai que il y a pas mal de templates, des modèles que tu peux télécharger directement sur le site de Trello.
pour avoir une base déjà qui est déjà créée, pour pas avoir à tout refaire depuis le début. Pour avoir des idées aussi, ouais. Voilà. On peut faire des imports aussi, il faut le savoir. On peut importer par exemple un tableau Excel en copiant simplement les données, et ça crée les cartes automatiquement. Quand on va importer les contacts par exemple, on peut aussi l'exporter vers après d'autres plateformes si jamais voilà, on veut changer d'outil, par exemple. C'est ça, exactement. Ouais. Donc après, bon, c'est un format assez particulier, mais bon, ça reste. Après, en termes de limites, voilà, on va pas pouvoir faire de la planification sur Gantt, ce genre de choses, mais pour ce que ça sert et pour la gratuité du produit, il n'y a pas de limite. On va dire en termes de volumétrie de pièces jointes, on n'est pas limité, on peut charger. Je crois que tu as un minimum, voilà, au niveau du poids des fichiers, il me semble. C'est ça. Mais sinon, l'idée c'est pas d'y joindre des films ou des genres de choses. C'est vraiment de mettre des documents annexes, des pièces jointes de mail ou ce genre de choses, et pas des trucs du coup. En fait, c'est assez intéressant quand même. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que tu peux même mettre un fichier Illustrator. Imagine que tu as une boîte où tu fais du graphisme ou ce genre de choses. Tu veux mettre le logo de ton client en Illustrator, comme ça tu y as accès de n'importe où, sur n'importe quel ordinateur où tu vas te connecter si tu dois aller chez ton client ou ce genre de choses. Ça fait un peu Drive en fait. Ouais, c'est ça, ça te fait une sorte de cloud en fait. Et c'est hyper intéressant. Tu m'as parlé d'un autre logiciel récemment, je sais pas si tu l'utilises vraiment, mais il s'appelle ClickUp, c'est ça? Exactement, ouais, ClickUp. Alors, le slogan du logiciel, c'est une application pour les gouverner tous. Donc, okay. Comme le Seigneur des Anneaux. Ouais. Donc déjà, ils imposent, voilà, l'idée elle est là, c'est en fait une application qui reprend un peu du Trello, même carrément du Trello, et on vient y ajouter du Gantt. Et en fait, les données sur un projet vont être les mêmes, mais elles vont être affichables différemment. Donc sous du Gantt, sur du calendrier, sur du tableau de Kanban, sur des listes, voilà. Et en fait, c'est un Trello avec une puissance décuplée. Par contre, on va dire l'inconvénient de l'outil, c'est qu'il est tellement puissant pour faire tellement de choses qu'en fait on est un peu déconcerté en tombant dessus. Même en voyant les exemples, bon, en plus il est qu'en anglais pour l'instant. Je commence à naviguer dessus un peu. Déjà c'est intéressant. Par contre, j'ai peur qu'il soit pas accessible à quelqu'un qui soit moins dans la réflexion sur ce type de sujet. Si tout de suite il voit que c'est compliqué, il va dire non. Alors que c'est censé être un outil collaboratif quand même. Donc si les gens ils sont pas forcément à même d'être à l'aise sur un outil comme ça, ils vont le fuir. Donc au final l'outil collaboratif il tombe à l'eau. Ouais, le but c'est que ce soit assez intuitif et facile à prendre en main. Même si l'interface elle est vraiment propre pour le niveau de complexité que ça offre. Trello est quand même plus simple, plus abordable pour un novice. Et ça, je pense que ça lève des barrières et ça permet vraiment d'intégrer tout le monde dans un projet. ClickUp, je pense qu'il faut un certain niveau de compréhension du logiciel. Il faut être habitué sur une interface comme celle-ci. Mais voilà, après, c'est vraiment beaucoup plus puissant. Alors, j'ai pas vérifié quand est-ce qu'elle était sortie, mais je pense que c'est assez récent. En tout cas, c'est plus récent que Trello. Ok. Donc, je pense qu'une traduction française serait vraiment top pour pouvoir après l'utiliser. Mais ouais, c'est vraiment un outil puissant à mon avis. Okay. Il y a une base gratuite pour ce logiciel, mais il y a aussi un système d'abonnement payant. C'est ça. Avec différentes formules plus ou moins chères pour débloquer des options qui peuvent être intéressantes. Donc après, c'est pareil. C'est à chaque personne de voir selon ses besoins, à chaque entreprise de voir. Ok, moi je sais pas si tu connais, j'ai essayé pendant cette période de confinement d'autres logiciels dans ce style et j'ai découvert Airtable. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est une sorte de mix entre justement ClickUp, on va dire, Trello et Excel ou Google Sheet par exemple. Tu as un système de tableur tout simplement, mais tu peux également avoir des vues Kanban, des vues calendrier, des vues liste, tout ce genre de choses. Et c'est assez puissant. C'est pareil, il y a une base gratuite et après il y a des abonnements aussi. Ça peut être intéressant encore une fois. Moi, j'ai passé un peu de temps dessus pour trouver toutes les petites fonctionnalités, mais c'est un bon logiciel aussi que je peux recommander. Mais après, c'est ça. Il y a plein d'outils en fait. Je pense que on peut se perdre des heures. C'est exactement ça. Il y a tellement d'outils sur Internet. Moi, ce que je recommande à les gens, c'est de taper un peu genre top 10 des outils collaboratifs et il y avoir des comparatifs sur ce que certains font et d'autres pas. L'idée après, c'est que chacun trouve quel outil est plus pertinent pour le public auquel il va être présenté. Ouais, le but c'est pas tous les utiliser, c'est de se concentrer sur un seul. C'est d'en prendre un. Après, je pense qu'il y en a quand même
Oui, il y en a 5, je pense, qui sont intéressants voilà, de manière générale. Les autres sont plus spécifiques. Et puis après, tous les ans, j'ai l'impression qu'il sort un nouvel outil. Donc, ça évolue assez rapidement. Il y a une veille qui est assez intéressante à faire là-dessus parce que tous les jours, il y a de nouveaux outils. Et voilà, c'est vrai que après, chacun doit faire son choix sur l'outil qu'il souhaite vraiment, qu'il trouve le plus pertinent pour son activité, quoi. Ok. Bon, ça, c'est pour la partie, on va dire, gestion de projet, CRM, gestion commerciale, client, relation client. Pour la partie administrative, on va dire, gestion des devis, des factures, des notes de frais, est-ce que tu as un logiciel en particulier que tu utilises? Alors, j'utilise QuickBook. Alors, bon, je sais pas si tu as vu, ça passe à la télé. Non, je l'avais pas vu avant que tu m'en parles, en fait. Concrètement, ce que je cherchais, c'était une application qui centralise qui soit intuitif déjà, qui ressemble, voilà, qui soit sympa et qui soit aussi accessible sur téléphone ou tablette. L'idée pour moi, c'était d'avoir tout accessible depuis mon téléphone. Encore une fois, comme Trello, avoir au moins une vision sur ma comptabilité, voilà, où j'en suis dans mes chiffres, pouvoir scanner mes factures, mes dépenses, mes déplacements, des petites choses comme ça qui me permettent de plus y penser, en fait. Donc je scanne tout avec mon téléphone, ça rentre en comptabilité, ça lie automatiquement, mais comme maintenant beaucoup de logiciels, ça lie automatiquement les factures et puis ça te les enregistre. Et puis moi, le but pour moi, c'était, en utilisant cette application, c'était d'avoir aussi une vue temps réel sur mon chiffre d'affaires, sur mes bénéfices. Voilà, je voulais en temps réel savoir où j'en étais sur mes dépenses que j'avais budgétisées en début d'année. Voilà, vraiment l'idée, c'était de suivre ça mois par mois, de faire un bilan à chaque fois et puis d'ajuster la mire si besoin, quoi. Voilà à peu près Après, l'outil de manière générale, il est bien. Alors, en fait, je crois que c'est beaucoup développé, c'est beaucoup installé aux États-Unis. D'accord. C'est arrivé en France. Là, c'est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de webinaires inclus dans la prestation du logiciel. Tu vas pouvoir avoir des cours. Parce que du coup, le logiciel est... du coup, quelqu'un qui est novice dans l'administratif, même en même temps micro-entrepreneur, tu n'as quasiment pas d'administratif. Là, du coup, tu en as un peu plus. Ouais. Donc, c'est assez intéressant de savoir comment ça fonctionne derrière. Tu as une hotline en plus qui est là. Donc, si tu as des questions, ils peuvent t'aider. Tu as un service en français ? Oui, tout est en français, c'est heureusement d'ailleurs, parce que sinon je pense que c'est très spécifique en plus. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que le comptable peut avoir aussi accès, mais ça, d'autres logiciels le font aussi. Ouais. Ils ont accès directement à ta comptabilité pour faire le point si jamais toi, t'es pas forcément à l'aise. Moi, je venais d'un background où j'avais justement où je devais en fait vérifier ça. Donc j'ai gardé en fait cette habitude de voir tout checker à tout moment. Voilà. Après, c'est vraiment en fait, c'est en fonction du forfait. Tu peux avoir différents niveaux d'information. Si tu peux payer moins cher, 2 fois moins cher, mais tu as 2 fois moins d'infos. Si tu veux juste faire tes factures et tes devis. Mais ce qui est intéressant, c'est que visuellement, tu peux sortir des factures et des devis qui sont plutôt chouettes, quoi. Ouais. Et ça, c'est des templates qu'ils proposent, qui sont intégrés et qui sont sympas et qui évoluent. Alors que moi, concrètement, quand j'utilisais d'autres logiciels avant, alors, des trucs pas très chouettes, quoi. C'était limite pas présentable. Et en plus, dans le monde de la vidéo, voilà, c'est un monde de la communication. Il faut présenter, faut avoir un beau site internet, et ça va aussi, à mon sens, ça va aussi sur présenter un beau devis qui tient la route, qui est complet, qui fait professionnel. Et du coup, l'outil pour ça est bien. Ouais. Tu as commencé en faisant des devis et des factures sous Word ou Excel, j'imagine. Ouais, sur Word. Non, parce qu'en fait, tu regrettes? Ah ouais, non, mais enfin. C'était la misère, hein, mais clairement, mais c'est juste, voilà, j'avais besoin de quelque chose de présentable, propre, donc j'avais juste gardé sur Word et après je l'ai intégré sur Excel quand même. Ouais. Mais oui, parce que du coup, pour pas le citer, j'avais EBP, autre entrepreneur, le truc, il me sortait des devis, mais pas chouette du tout, quoi. Enfin, à mon sens, pas très présentable, quoi. Donc bon, après voilà, certains font pas attention à ça, hein, mais moi, généralement mes clients c'est des chargés de communication, donc c'est des gens qui ont l'œil, voilà. Ils sont sensibles à ce genre mais à tout. Ils vont consulter ton site internet, tes réseaux sociaux et ton devis aussi voilà, par rapport à un autre, s'il est moins sympa, ça peut, voilà, ça en dit aussi long sur ton exigence, voilà, sur le visuel, ta façon de travailler tout court, est-ce que t'es carré ou pas, quoi. Mais ce qu'il faut comprendre quand on lance son entreprise, c'est qu'au départ, on va chercher beaucoup à utiliser des services gratuits ou à se débrouiller par soi-même, à faire des choses, on va dire, potables mais moyens. Ouais.
Et au bout d'un moment, on se dit que on peut se permettre d'investir dans des petits outils avec des abonnements, je sais pas, entre 5 et jusqu'à 20 euros par mois pour sa comptabilité, par exemple, ce genre de choses. Ne serait-ce que pour avoir des outils, enfin des documents présentables, d'avoir un suivi automatisé, ce genre de choses. Tu gagnes du temps. Voilà, toi, exactement. en fait, c'est vraiment c'est au final de la productivité. Ouais, c'est ça, exactement. Vous utilisez des outils que vous payez, certes, mais ça vous fait gagner du temps pour votre travail, le vrai, du coup. Vous allez pouvoir faire des prestations et pas faire de compta pendant une journée entière dans la semaine, parce que vous faites tout à la main, quoi. Exactement. Donc, même voilà. je vois, moi, avant, je faisais mon suivi de compta micro-entreprise pour savoir où j'en étais sur Excel. Qui marche très bien, il n'y a aucun problème. Mais par contre, là, je gagne un temps. Enfin voilà, forcément, je sais qu'une fois, j'ai déjà après mes tableaux qui sont déjà prêts, qui sont déjà ouais, il y a des infographies déjà prêtes avec c'est vraiment très visuel. Ça me sort des graphiques que je peux personnaliser. Enfin, l'outil est pas mal quand même. Ouais. Ok. Et, tu parlais de site internet tout à l'heure, montrer que, enfin, pour communiquer et trouver des clients, par exemple, qu'est-ce que tu utilises pour ton site internet? Alors moi, j'ai utilisé Wix, Okay. Wix.com, qui doit être, je pense, soit le premier ou en tout cas dans le top 3 des logiciels de création, des outils en ligne de création de sites internet, qui utilisent en fait je crois que c'est les concepts de, en fait, tu crées en fait à partir de template, tu crées ton site internet. Moi, à mon sens, à l'époque, c'était intéressant de partir sur ce genre d'outil parce que j'avais pas la structure financière pour pouvoir payer une agence qui me crée le site internet, en plus qui paye le référencement, voilà, enfin tout le travail derrière que je ne connais même presque pas parce que c'est pas mon activité, mais voilà, il y a quand même, je pense, de la maintenance et puis du travail de référencement. Donc en fait, puis j'étais curieux aussi de faire ça, c'est-à-dire que voilà, par plaisir aussi d'essayer et puis d'apprendre. Et puis ayant voilà quelques notions en Illustrator et autres, en plus en création de contenu, on n'est pas trop mal loti, on peut facilement tu peux mettre des vidéos, des photos, exactement. assez jolies. Donc du coup, voilà, je suis parti sur Wix. Et puis ce qui est intéressant, c'est que pour un budget relativement intéressant, à dire de 300 €, tu peux faire des choses très correctes. Après, 300 € par an, tu veux dire, en abonnement? 300, oui, je l'ai pas précisé, 300 € par an. Tu fais des choses très correctes. Après, à toi d'avoir un œil, à toi d'avoir des notions sur ce qui se fait, ce qui se fait pas, notamment sur les typos, sur comment est structuré cet internet. Enfin, il y a aussi un travail, c'est pas juste utiliser un template, c'est l'adapter à ce qui se fait et pour que ton utilisateur qui va venir, il retrouve ses infos rapidement, qu'il aille le plus vite à l'information, les mots-clés que tu vas y mettre, voilà, la richesse des mots. Après, plus il y a de contenu, plus c'est intéressant. Donc pour ça, c'est bien. Enfin, du coup, tu fais remonter ton site internet dans les moteurs de recherche. Donc non, franchement, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas trop discuté avec d'autres entrepreneurs ou même des entrepreneurs tout simplement. Et je sais pas si, enfin, toi, tu utilises quoi J'ai commencé avec Wix. Et là, actuellement, pour être tout à fait honnête, j'ai pas de site internet parce que j'ai pas pris forcément le temps, c'était pas ma priorité d'avoir un site internet. J'essaye de bidouiller un petit peu avec WordPress, avec des constructeurs de thèmes, pareil, j'aime bien. En fait, je suis assez curieux, donc je vais essayer plein de petites choses à droite à gauche, ne serait-ce que pour avoir une connaissance globale des outils qui existent. Donc pour l'instant, c'est en pleine construction, chamboulement, etc. Donc là, je suis sur WordPress. Mais j'ai utilisé Wix aussi, tout comme toi au départ. Je sais qu'il y a des outils comme Squarespace notamment qui existent. Ou d'autres sites comme ça qui te permettent de faire un site sans savoir coder en fait. C'est ça, exactement. Après, voilà, on peut pas aller aussi loin et on est limité par l'outil. Mais après, ou alors il faut acheter des modules spécifiques pour le e-commerce. Moi, j'avais commencé par des cours photo il y a 2-3 ans. Je faisais des cours photo, donc en fait les gens réservaient en ligne et du coup il y a une interface de réservation et qui est plutôt bien gérée. Par contre, tu vas être limité par l'interface, elle est comme ils te la proposent. Tu peux pas forcément modifier quelque chose, tu peux leur faire une demande. Et c'est très voilà, tu peux attendre quelques temps. Après, il y a je pense que tous les ans, il y a des améliorations. Moi, j'ai noté, ça fait 5 ans que j'ai mon site, au moins que ça, 4 ans. Et du coup, j'ai vu des améliorations au fil du temps et c'est plutôt bien. Et là, en plus, un intérêt que j'ai trouvé trop bien, c'est le côté le bascule de langue. En fait, j'ai fait une version française, une version anglaise. En fait, il te bascule ton interface en anglais. Tu peux aussi gérer la version mobile. Voilà, il y a plein d'outils qui sont hyper intéressants, qui sont en plus. Bon, là, ça fait du responsive, comme maintenant c'est obligatoire, mais
Tu vas trouver ça sur ton téléphone, ta tablette. Donc c'est vraiment, non, franchement, c'est un outil assez complet. Pour l'argent que tu vas y investir, par contre, il y a un peu de temps à y investir. C'est-à-dire que si toi, tu dois créer tes textes, par contre, il faut veiller à pas faire de fautes, il faut veiller à ce que la construction des phrases soit correcte. Faut se faire aider pour ça. Même moi, clairement, je me suis fait aider parce que parfois on a le nez dedans, on voit pas les fautes, même si en général on fait Exactement. pas trop de fautes. Faut le faire vérifier parce que c'est la première chose que les gens vont voir, les visiteurs. Hein, s'ils voient qu'il y a une faute, ils s'en vont direct. Donc voilà, après c'est un travail à faire, faut avoir le temps de le faire et puis il faut être à l'aise aussi à le faire, sinon vaut mieux le faire faire par quelqu'un qui t'a le payé. Parce que moi clairement je vois là, encore aujourd'hui j'ai un client qui m'appelle, je lui demande comment il m'a connu, en fait grâce au site internet. Et du coup je me dis que voilà, c'est quand même un outil de prospection qui est quand même intéressant et à ne pas négliger. Et passif du coup, une fois qu'il est fait, c'est ça. Par contre il doit être entretenu, mise à jour régulièrement, projet, et puis y ajouter des contenus pour qu'il soit en termes de référencement, pour qu'il puisse un peu arriver en tête de liste. Voilà. Mais après c'est vrai que c'est vraiment l'outil à pas négliger, et je pense que voilà, si les gens sont pas à l'aise à le faire, il faut le faire par quelqu'un qui va au moins mettre le... Après ça dépend de l'activité, hein. C'est peut-être pas nécessaire pour tout le monde, en tout cas dans notre activité c'est obligatoire. Ouais, ok. Pour terminer, on va juste parler de formation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont autodidactes ou qui se lancent sans avoir fait de formation particulière. C'est un petit peu ton cas également. Est-ce que tu as suivi des formations particulières? Est-ce que tu as regardé des tutos YouTube uniquement? Qu'est-ce que tu as fait exactement pour apprendre et pour t'améliorer? Alors, comme beaucoup, je pense que j'ai fait beaucoup de YouTube. D'ailleurs, j'ai commencé, je crois que ça devait être... Alors, ça a commencé d'abord par des tutos vraiment lambda, c'est-à-dire que du très ponctuel, c'est beaucoup sur After Effects, pour apprendre à faire des grosses intros, ou des trucs un peu... qui d'ailleurs sont maintenant dégueux, mais voilà, qui vraiment... qui était très ponctuel. Donc, j'ai beaucoup commencé sur After Effects, et après, je faisais du Sony Vegas à l'époque, et après... quand j'ai décidé que j'allais faire ça, enfin que j'allais vraiment vouloir progresser dans ce milieu-là, là par contre je me suis mis à regarder des chaînes YouTube. Je crois que j'avais commencé avec Grain, qui orientait coucou Louis, qui orientait vers Olivier Schmitt, et du coup j'ai commencé avec ce genre de vidéos-là, et puis après les ricains, là, les Peter McKinnon et puis les Mathieu Apoya et j'en passe. Donc voilà, c'était vraiment... eux, c'était plus une source d'inspiration qu'autre chose. D'accord. Et après, c'était beaucoup du terrain. Hein, J'ai commencé par faire du mariage, je l'ai pas précisé, mais en fait, j'ai fait du mariage. Et d'ailleurs, on en a fait un ensemble. Et du coup, ça, c'était vraiment très, très formateur, quoi. C'est-à-dire que... le jour J, en plus moi c'est des prestations assez longues, de 7h le matin jusqu'à minuit. Du coup, tu n'as pas le droit à l'erreur, physiquement tu te mets au top, parce que voilà, tu traînes instable, tu traînes tout ton matériel. Et tu as des clients exigeants, parce que les mariés, on se marie qu'une fois, donc tu as intérêt d'assurer. C'est ça, le jour J, le jour de l'échange des alliances, tu n'as pas le droit d'avoir une panne de batterie, tu as l'appareil qui surchauffe. Voilà, l'appareil qui surchauffe. Donc c'est très formateur, et le jour après tu pars en entreprise faire un truc corporate à côté, c'est easy, donc du coup voilà, c'est très formateur. Ça permet aussi de faire moi je le recommande à ceux qui se lancent, ça permet de faire du lien. C'est-à-dire que quand tu fais une vidéo pour un client, il est très content, enfin forcément il est content parce que c'est sa journée à lui, et du coup la vidéo va être vue par des proches et ça va les toucher. Donc en fait si après ils ont besoin de faire appel à toi pour d'autres projets mais professionnels, c'est toi, là du coup moi ça me permet en tout cas de rentrer dans pas mal de cercles professionnels comme ça, et de me lancer et d'avoir des affaires qui viennent petit à petit s'enchaîner comme ça. Et après par contre voilà, c'est beaucoup de travail, je pense on va dire au temps passé c'est pas l'activité la plus rentable. Par contre c'est hyper formateur, ça permet de créer un réseau, et puis au-delà de ça c'est des belles journées, enfin, toi, tu profites bien quand même. Il y a pire comme ambiance de travail, quoi. Ouais, c'est une journée relativement joyeuse pour tous les invités. C'est hyper fatigant, mais par contre, voilà, après, je pense qu'il faut pas miser tous dans le même panier. Donc, il faut plutôt varier. Après, ça dépend comment tu vois les choses, ça dépend ce que tu aimes faire, mais voilà, moi, c'était vraiment... je savais que ça allait pas... Voilà, j'avais commencé avec ça, mais que c'était plus pour m'ouvrir d'autres portes derrière. Ok. T'as suivi des formations payantes, alors Udemy, en physique ou en ligne? Ouais, alors j'ai fait Udemy pour avoir, en fait, parce que à force d'apprendre sur YouTube, ce genre de choses, t'apprends plein de choses, mais c'est assez disparate. Donc en fait, à un moment donné, il fallait mettre à niveau tout ça, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'était de retrouver un support de formation assez complet. Sur Udemy, j'ai eu quelques formations comme ça. Après, j'ai eu des formations, mais plutôt annexes, liées à mon activité, type formation nacelle, type
formation drone, type, ce genre de formation, qui là était payante et obligatoire. D'ailleurs, pour la formation drone, pour ceux qui ne le savent pas, il vaut mieux se former pour le théorique soi-même, avec un bouquin. Par contre, il faut bachoter le truc, et c'est violent, mais il faut en vouloir. Et après, passer le théorique dans un centre de formation. Le pratique plutôt, non? Oui, pardon, excuse-moi, le pratique, dans un centre de formation qui là va te donner l'accord. Ok. Et après, c'est un budget, hein, clairement, faut voir aussi derrière les perspectives de vente et puis s'il y a un client derrière, quoi, tout simplement. C'est combien à peu près le certificat ou le diplôme? Grosso modo, t'en as juste pour la pratique, tu vas payer peut-être 1 800 € pour une semaine de formation pratique. Même si toi tu sais déjà piloter. Par contre, après, il y a la partie théorique aussi. Il va falloir que tu passes ta formation, tu l'auras pour 30 € pour passer le diplôme en tout cas, et puis pour passer l'examen. Et puis tu vas avoir acheté des bouquins de peut-être à 50 €, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment des formations annexes, mais non, vraiment après, là j'ai voulu faire une formation au CIFAP, donc, qui est l'Institut de réalisation, je crois, un centre de formation pour la réalisation audiovisuelle à Paris. Mais le confinement s'est mis, le coronavirus s'est mis entre nous, donc du coup je ne l'ai pas fait. Mais bon, voilà, après je sais pas si je le ferai d'ici maintenant, en fait, je sais même plus si je vais le faire. Mais bon, du coup, en question. Clairement. Et puis voilà, après l'idée c'est quand même je pense plus on mise clairement sur soi, sur ce qu'on apprend, clairement derrière, je pense qu'il y a vraiment un réel retour sur investissement, que ce soit sur tous les sujets en fait. Donc ouais. Ok. Voilà à peu près l'éventail. Très bien. Bah écoute, on a couvert une bonne partie de ton travail, j'imagine. Yes. Et j'ai une petite question pour terminer que j'ai encore jamais posée à mes invités. Oula. Mais tu vas être le premier. Donc. Si tu devais te donner une note sur 10 de bonheur par rapport à ton activité, à ton métier actuel, quelle note tu te donnerais? Et pourquoi, évidemment? Ouais, bien sûr. Du coup, je mettrais un 7. Ok. Un 7. C'est pour me dire qu'il y a de la marge devant, quoi. Okay. En fait, avant, j'étais salarié. J'étais franchement pas très heureux parce que il y a toujours en fait des raisons qui sont pas forcément objectives sur quoi tu peux pas faire quand tu proposes des solutions que tout le monde auquel adhère, mais qu'en fait on peut pas faire pour X raisons qui te paraissent complètement aberrantes. Enfin, t'es limité par une structure, surtout quand tu travailles pour des grands groupes. Quand tu as des responsables aussi qui sont pas forcément compétents, tu peux te frustrer. Donc moi, vis-à-vis de ça, quand j'ai travaillé que pour moi, même si tu as des clients qui vont être exigeants, même si tu as des clients qui peuvent être exigeants, donc, mais ça reste même pas comparable. C'est-à-dire que là, au moins, tu bosses pour toi, tu gagnes ton argent, et après, tu l'investis comme tu le veux aussi. Donc ça, c'est vraiment le kiff, quoi. Après, moi, mon activité, j'ai envie de la porter plus loin aussi, donc le 10 sera atteint quand la structure sera montée, qu'on sera une équipe, qu'on y aura, l'idée, je vais me dire qu'il y a de la marge derrière, et puis voilà à peu près la ok, note. donc tu as des ambitions pour l'avenir. Carrément, ouais. Très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Simon? Sur mon site internet, donc 16neuvième.com, sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn, et voilà. Ok, tout est au nom de 16neuvième. Je mettrai les liens dans la description du podcast, évidemment. Écoute, merci beaucoup, Simon. Merci à toi. Salut. Salut. Voilà, j'espère que cette discussion vous aura intéressé et que vous aurez découvert de nouveaux outils pour gérer votre entreprise. Je vous laisse des liens en description de ce podcast si ça vous intéresse. Je vous invite à me partager sur Twitter ou Instagram les logiciels que vous utilisez pour gérer votre entreprise. Vous pouvez évidemment me mentionner et utiliser le hashtag dans la poche. Avant de vous quitter, je vous rappelle que je sors un épisode du podcast tous les 15 jours le mercredi matin, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Un grand merci à vous tous qui me suivez, on va bientôt passer les 100 000 écoutes du podcast, donc c'est incroyable. N'hésitez pas à le partager à tous ceux que ça pourrait intéresser et à me laisser une note sur Apple Podcast, ça peut référencer le podcast pour le faire découvrir à encore plus de gens. Sur ce, je vous dis à très vite dans votre poche.